Dans cette conférence, le conférencier remet en question les prophéties et souligne l'incohérence de la nature humaine. Il observe le comportement des gens et constate un mélange confus de croyances, de besoins de violence et d'affection, de construction et de destruction. Il mentionne également que les humains ont tendance à se regrouper près des failles sismiques, malgré le risque que cela comporte. Il critique également les pratiques divinatoires telles que l'astrologie qui offre des prédictions, mais qui ne tiennent pas compte de la possibilité de contourner ces prédictions. Enfin, il relate une expérience personnelle où il a essayé de vendre des objets récupérés des poubelles, mais les gens préféraient acheter les objets des autres, ce qui l'a amené à proposer des tirages de cartes pour gagner de l'argent. L'auteur de la déclaration engage une réflexion sur les cartes et les prédictions. Il explique comment il a réussi à attirer du monde en proposant des tarifs de plus en plus élevés, car les gens pensent que plus c'est cher, mieux c'est. Il souligne également que les êtres humains ont tendance à croire en ce qui est peu probable, comme les chances de gagner à la loterie, et à ignorer les probabilités de perdre. Il remet en question la croyance en un Dieu qui teste et éprouve les gens, préférant croire en un Dieu qui lui offre des miracles. Il souligne également que les dictateurs ont du pouvoir car les gens considèrent leurs actions comme normales tandis que les personnes bienveillantes sont souvent critiquées. L'auteur étudie les prophéties de Nostradamus et d'autres prophètes afin de comprendre les différentes cultures. Il constate que certains prophètes prédisent des choses terribles pour que les gens fassent tout pour les éviter, tandis que d'autres prophétisent des choses que les gens veulent obtenir. Il raconte également une expérience au Guatemala où des gens attendaient l'arrivée de soucoupes volantes sur un toit, mais elles ne sont jamais venues. Le texte parle du régime de Banane et de l'idée selon laquelle le groupe qui y croyait aurait pu se suicider s'il n'était pas secouru. Il aborde ensuite la question de différentes visions du monde et de l'accès à l'information, citant des exemples tels que les croyances que Elvis Presley ou Bruce Lee sont toujours vivants. Il souligne également la nécessité d'élaborer des théories pour expliquer les mécanismes humains, comme la coexistence de Dieu et du malheur ou du succès sans effort. Le texte mentionne ensuite des sacrifices humains historiques et s'interroge sur la possibilité d'hallucinations collectives et de transmission générationnelle d'imbécilité. Enfin, il explique le concept de chronotope et comment il considère que l'année 1995 est un lieu temporel composé de temps similaires où différentes visions coexistent. Dans ce texte, l'auteur aborde la notion de différence et d'obstination. Il explique que chacun a sa propre perception des choses et que même lorsque des personnes vivent la même expérience, elles peuvent avoir des opinions différentes, voire contradictoires, sur celles-ci. L'auteur souligne également que l'humain a tendance à chercher des confirmations de ses croyances auprès des autres, que ce soit dans les opinions sur un film, une autoroute ou même une religion. L'idée de conscience collective pousse donc les individus à tenter d'homogénéiser leur vie en cherchant l'approbation et la conformité des autres. Cependant, l'auteur remet en question cette recherche de consensus en soulignant que la réalité est individuelle et que la réalité collective est une illusion. Il explique aussi que l'humain est souvent manipulé par les mécanismes extérieurs dans sa quête de confirmation. Finalement, l'auteur évoque l'idée de chronotope, c'est-à-dire un lieu temporel soumis à des lois spécifiques, et mentionne l'exemple de l'harmonie naturelle dans laquelle les prédateurs mangent leur proie. Il conclut en disant que malgré la beauté de la nature, celle-ci est également teintée de souffrance et de violence. Dans ce texte, l'auteur aborde différentes idées liées à la nature humaine et à notre propension à rechercher la souffrance. Il remet en question les notions de chronotope et explore l'idée que le loup pourrait être herbivore plutôt que carnivore. Il souligne également le fait que l'être humain est conditionné à suivre les autres, à se conformer à des structures préétablies et à rechercher la normalité. L'auteur fait remarquer que nous sommes souvent attirés par des choses qui nous nuisent, que ce soit dans notre alimentation ou dans nos comportements autodestructeurs. Il suggère que la souffrance est inhérente à notre nature et que nous avons besoin de la confronter pour nous sentir vivants. Finalement, il évoque la fascination de l'homme pour la mort, la souffrance et l'autodestruction, suggérant que ces comportements sont profondément ancrés en nous. Cette personne exprime plusieurs idées sur la situation actuelle. Elle mentionne que certaines personnes dépensent leur argent en voyage alors même qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se nourrir. Elle critique aussi la tendance à la décadence de la civilisation après une période de prospérité. Elle souligne que la dernière mode américaine est d'être vulgaire, mal habillé et en surpoids. Elle fait également référence aux jeunes qui s'habillent en pauvres et aux enfants de riches qui sont heureux. Elle accuse ensuite les êtres humains de rechercher l'autodestruction et de prendre des risques inutiles,
citant des exemples de motoneigistes qui se noient chaque printemps et de personnes qui pratiquent des sports extrêmes. Selon elle, l'être humain cherche à contrôler sa pensée, ses émotions et sa colère, mais dans d'autres contextes ces lois n'existent pas. Elle affirme qu'il est illégal d'être heureux ici et qu'atteindre le bonheur est un combat constant. Elle mentionne également un référendum qui pourrait se produire en 1995 et parle de la frustration des gens lorsque leurs attentes ne se réalisent pas. Elle conclut en disant qu'on ne sait pas ce que réserve l'année 1995 et met en garde contre l'illusion d'une apocalypse imminente. L'individu affirme que plus les choses ne fonctionnent pas, plus on a tendance à y croire. Il note également que certaines personnes, lorsqu'elles commencent à réussir, deviennent déprimées. Il mentionne des médecins qui pourraient en témoigner. Il fait référence aux besoins humains de souffrance et son impact sur notre société actuelle. Il évoque également le fait que certains individus cherchent la satisfaction dans des activités moralement répréhensibles, mais qu'ils le font en connaissance de cause car cela attire des problèmes. Il souligne l'importance de comprendre ce qui motive nos actions problématiques et explique comment les événements sociaux peuvent influencer nos comportements. Enfin, il conclut en soulignant l'importance de prendre du recul et de ne pas se laisser emporter par les problèmes, en faisant référence à l'expression « aller à la pêche ». Dans ce passage, l'auteur parle de différentes situations de la vie quotidienne pour illustrer le concept de glissement d'homochrone. Il explique que certaines personnes ne font jamais le ménage dans leur chambre parce qu'elles ne se plaignent pas de ne jamais rien trouver, alors que d'autres s'occupent des conflits familiaux en nettoyant les affaires de leurs conjoints ou de leurs enfants. Il fait également référence au fait que les mêmes médicaments peuvent guérir certaines personnes mais rendre d'autres plus malades. Il souligne l'idée que chaque individu peut choisir dans quelle réalité il veut vivre et suggère de se débarrasser des structures de l'ego logique qui limitent notre perception des choses. L'auteur explique que l'ego logique est une structure analytique qui détermine ce que nous acceptons ou rejetons dans nos vies en fonction de nos expériences passées. Il compare l'ego logique à un filtre qui déforme et colore les événements pour qu'ils collent à nos croyances. L'auteur encourage les lecteurs à remettre en question leur schéma de pensée afin de pouvoir glisser d'homochrone, c'est-à-dire de changer de vision de la réalité. Beaucoup de gens ont peur de l'inconnu et ont du mal à accepter les nouvelles idées ou perspectives. Cela est dû à l'incompatibilité entre ces nouveautés et leur structure mentale, leurs filtres égologiques. Chaque individu a son propre profil égologique, influencé par son éducation, qui détermine sa vision du monde et ce qu'il accepte ou refuse. Cependant, l'égologique peut être modifié, notamment par l'éducation dynamique et l'exposition à de nouvelles informations. Certains médecins, par exemple, acceptent les médecines alternatives mais ne le disent pas ouvertement par peur des conséquences. L'égologique limite également notre perception du possible, par exemple en nous empêchant d'accepter le rajeunissement car cela va à l'encontre de nos croyances sur le vieillissement. L'égologique nous attache à un certain type de destinée, ce qui peut nous empêcher d'accéder à d'autres possibilités. Cependant, si notre ego logique change, nous pouvons entrer dans de nouveaux homochrones, des réalités où nos nouvelles croyances sont partagées par les autres. Cependant, pour accepter ces nouveautés, il faut que cela soit compatible avec notre ego logique, ce qui peut nécessiter l'invention de contextes rationnels. Il semble que la personne dont on parle dans la chambre réalise que quelqu'un d'autre finit par croire à quelque chose dont il n'avait pas été convaincu au départ. Ils expliquent que cela se produit car chaque individu cherche une explication qui convient à son propre ego et passe par différentes interprétations pour justifier le miracle ou le changement de situation inexplicable. Ils comparent cela à glisser d'un homochrone à un autre, où chaque personne trouve son explication acceptable. Ils mentionnent également que les miracles ne sont pas nécessairement divins, mais simplement des changements de situation sans explication. Il parle ensuite de l'importance des explications égologiques dans notre croyance et notre compréhension des choses, en donnant des exemples scientifiques et médicaux. Il souligne que nos ancêtres, malgré leur ignorance apparente, ont réussi à survivre, ce qui démontre que l'impensable est parfois possible. Il cite des exemples d'individus qui ont survécu dans des situations exceptionnelles, comme un Libanais caché dans le train d'atterrissage d'un avion ou un homme tombant miraculeusement du ciel dans le jardin de quelqu'un. Il conclut en disant qu'il faut être égologique pour accepter de telles choses inexplicables. Dans ce discours, l'auteur suggère que pour préparer une année 1995 intéressante, il est nécessaire de changer son égologique, c'est-à-dire sa structure de pensée. Il affirme que plus on est ouvert aux nouveautés, plus des opportunités se présentent à nous. Il aborde également des sujets tels que les tensions politiques au Québec et au Canada,
la guerre en Palestine et les relations entre les États-Unis et Cuba. L'auteur fait remarquer qu'il y a des changements et des glissements intéressants en cours, et il incite son public à embrasser ces transformations pour vivre une vie meilleure. Il souligne également l'importance de comprendre et de remettre en question notre propre ego logique, qui façonne notre façon de penser et de juger les choses. Les indigènes utilisent des incantations pour chasser les singes et cela fonctionne grâce à leur chance. Certains pensent que les incantations attirent les singes grâce à des produits odorants. Les indigènes utilisent également une arme efficace appelée le cuirard, pour laquelle ils ont fait de nombreuses expérimentations avec les plantes de la jungle. Ce processus de découverte par essai et erreur est similaire à la façon dont l'homme est passé de l'âge du bronze à l'âge de bronze. Parfois, on atteint un but en glissant progressivement et en surmontant les difficultés. Le texte se termine en mentionnant que François a quelque chose à dire.